Oui. Bonjour tout le monde. Yes, hello. Est-ce que vous m'entendez? Yes. Voilà, bonjour tout le monde. Et je suis très heureux évidemment de partager aujourd'hui avec le reste du monde les préoccupations qui sont celles de la Maison des esclaves du Sénégal, tout comme de la Coalition internationale des sites de conscience. Très heureux de parler aujourd'hui du racisme qui est pour tout le monde évidemment un défi à relever. Et je voudrais dire que quiconque tient l'histoire d'un peuple tient son âme. Mais quiconque tient la spiritualité d'un peuple le contraint à vivre sous le joug d'une servitude éternelle. C'est là un extrait du discours prononcé par le professeur en 1985 à Atlanta, lors de la remise du prix de docteur honoris causa de l'université. Et je voudrais dire que l'île de Gorée est la maison des esclaves du Sénégal. Et à l'instar de tous les sites mémoriels liés à l'esclavage, tous entretiennent au quotidien les mémoires des traites négrières comme du projet de la route des esclavages, un projet lancé par l'UNESCO en 1994 à Ouida, au Bénin. Le projet participe de la volonté de l'UNESCO d'assumer la tâche de solidarité humaine en évitant tous les descendants de tous ceux que l'histoire avait entraînés dans le trafic négrier pour éloigner à jamais le fléau et ses nouvelles formes. Notion de résistance, liberté, héritage. La violence de la traite négrière n'était pas uniquement dans les pensées, dans les paroles, mais aussi dans les actes quotidiens, dans les tortures physiques ou morales. S'inscrivant dans la résilience et pour répondre à l'exigence de construction, seule à même de permettre aux victimes de regagner l'estime de soi, conséquence des discriminations et du racisme à l'origine de ces fléaux. L'État du Sénégal a inscrit l'esclavage et les traites négrières dans les curricula des écoles et le président Macky Sall a décidé de construire le mémorial de Gorée, un projet vieux de 40 ans. Toutefois, le mémorial de Gorée, à l'instar de la Maison des esclaves, ne doit pas inciter à nous arrêter uniquement sur un monument funéraire et contemplatif dans la conception et dans les contenus. Il s'agira de maintenir un juste équilibre entre le deuil, le pardon, la résistance, la résilience et la commune à toute l'humanité. Car tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude. Il s'agit là d'une citation d'Albert Camus. Cette citation résume bien la complexité du problème, l'importance de l'éducation et de la culture en général.
Suite à l'acte de refus du footballeur sénégalais d'Embaba, M. William Thuram, également footballeur français, dira que c'est un énorme cadeau fait à tous les enfants et aux adultes du monde qui attendaient un tel moment. Il faut que ce geste de refus nous inspire. Lorsque vous êtes dans une institution, vous ne devez pas laisser les choses. Vous devez les dénoncer, parler. Devant une injustice, il a été d'avoir peur et de rester silencieux. Parce que parler, dénoncer, c'est la seule façon de grandir tous ensemble. Fin de citation. Il y a également que l'exemple récent de la mort de George Floyd a également offert au monde une occasion de montrer sa désapprobation, de résister, de combattre les mauvais traitements subis par les enfants du fait de l'esclavage, de la ségrégation et du racisme structurel ou systémique qui devient endémique dans certaines de nos sociétés. Le mouvement Black Lives Matter est bien là pour la justice. Et le président des États-Unis, M. Joe Biden, lui-même, est plus qu'impliqué car aux États-Unis, les Africains-Américains sont toujours moins diplômés, ont une couverture sociale moins bonne, vivent moins incarcérés de manière disproportionnée par rapport au reste de la population américaine. Selon les statistiques officielles de 2019, le revenu moyen annuel d'un foyer était de 43 771 $ US contre 71 664 $ US pour un foyer blanc. Comme ailleurs, malgré les attaques, les adversités populistes, il faut apprendre à dépasser, à sourire, à offrir, quel que soit le sens du vent et des courants. Il faut faire de sa présence, de sa seule présence, un cadeau. Nous devons relever ensemble le défi du vivre ensemble. Les traditions ancestrales ont été pour les esclaves un facteur fondamental de survie. Dès lors, lorsqu'elles ont existé et influencé les cultures locales, tout comme celles des pays d'accueil, si bien que l'identité est bien un processus, un effet de mélange, d'emprunt, d'appropriation et de réappropriation. Notre ambition est, tout en assurant la transmission générationnelle, de toujours témoigner à celle du reste du monde dans le cadre d'une vision partagée, parce que prônant la préservation d'une mémoire collective égalitaire et réconciliatrice de l'homme avec lui-même. Tout est donc à faire et se présente comme un challenge pour tous les États et tous les gouvernements. Dans ce monde où les citoyens devraient naître libres et égaux en droit, à l'endroit où ils naissent. Merci. Eloi, we're not hearing you. Eloi, can you, On ne vous entend pas, Monsieur Eloi. Est-ce que tu peux t'éloigner un peu du micro? Il y a quand même un problème avec le son. Parlez un peu plus lentement.
Je disais que les traditions ancestrales ont été pour les esclaves un facteur fondamental de survie. Dès lors qu'elles ont persisté et influencé les cultures locales, tout comme celles des pays d'accueil. L'identité est donc un processus, un effet de mélange, d'appropriation et de réappropriation. Notre ambition est, tout en assurant la transmission générationnelle, de toujours témoigner, de joindre notre voix à celle du reste du monde, dans le cadre d'une vision partagée, parce que prônant la préservation d'une mémoire collective, égalitaire et réconciliatrice de l'homme avec eux-mêmes. Tout est donc à faire et se présente comme un challenge pour tous les États et tous les gouvernements. Dans ce monde où les citoyens devraient naître libres et égaux en droit, à l'endroit où ils naissent. Je vous remercie. Est-ce que c'est bon maintenant? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Yes. Thank you, Eloi. We did hear you very well. Merci, Eloi. Oui, on vous a bien entendu, monsieur. Très bien, merci. I think the reminder of one of the points of us being in this process together, I think that is a good point for us to kind of hone in on. That is, it is a process of understanding and learning and being with. C'est un processus d'éducation. Maintenant, on donne la parole au prochain speaker, Monsieur Libo Merchant de Constitution Hill. Merci, Madame. Je m'appelle Madame Lebo Marichan. Merci. Tu as bien prononcé mon nom. C'est pas mal. Bonjour à tout le monde. Bon après-midi, bonsoir. Ça dépend d'où vous êtes. Moi, je vous parle de Johannesburg, Sud-Afrique. Ma présentation va toucher sur la discrimination d'ethnicité dans le contexte de Sud-Afrique. En termes de Cornhill Site Provision, nous sommes partenaires avec Apartheid. Donc, ce site est connu comme un précinct de constitution. Ils ont ils ont séparé les blancs et les noirs. Ils les ont classifiés d'une manière raciste. Dans les communautés noires, ils ont séparé les personnes dans les communautés noires selon leur ethnicité. Donc, si tu appartiens à un certain groupe ethnicitaire, tu ne peux pas habiter ou résider dans des villes ou villages où les résidents sont d'origine ou appartiennent à des autres groupes ethnicitaires. Et donc, il faut
Ça dépend de la race, ça dépend de votre ethnicité, ça dépend de tout ça. Où vous habitez dépend de votre ethnicité. Donc, l'année 1902, voilà, le site a été connu comme un Saint Hill à Fontaine, Johannesburg. L'histoire a commencé en 1892 quand le Old Fort a été construit sous le Zuid Afrikaans et qui a fonctionné ou qui était en prison, sauf pour la brève période de la guerre au sud de l'Afrique entre 1899 et 1902. C'était un poste de défense militaire. On a construit plusieurs bâtiments dans ce site vers la fin de l'année 1900 et le début du XXe siècle. Prochaine diapo, s'il vous plaît. En termes de... Quand tu regardes ces images, tu peux déterminer tout de suite qu'il s'agit d'une communauté race blanche ou race noire. La section natif et l'isolation, les cellules d'isolation sont connues comme section 4 et 5 où les noirs, les messieurs noirs prisonniers ont été emprisonnés. On utilise donc on met un stylo dans les cheveux. Si le stylo tombe, ça veut dire que vos cheveux sont lisses, vous êtes blanc, mais si le stylo reste coincé ou reste dans les cheveux, ça veut dire vous êtes un noir. Donc, le signe au-dessus de l'entrée des sections de natives, numéro 4, et c'était pour Mandela, et il disait qu'aucune personne ne savent, les personnes ne savent pas une nation très bien jusqu'à qu'il devient prisonnier. Donc, c'était construit et on a... Camilla, prochaine diapo. Donc, il y a le Tausa, la danse Tausa. Donc, on demande aux autres de se déshabiller et de rester nus dans le jardin. Et les gardes nous ont moqués, ils ont et si on demande ou quand on demande aux prisonniers de se déshabiller, si on ne le fait pas, on va les battre. Pour le Tosa, si on refuse à danser, donc ce qu'on fait, donc on commence à battre et à moquer, si on ne commence pas à danser la danse Tosa. Donc, ce sont des choses qu'on demande aux prisonniers de faire pour les moquer. Les raisons pourquoi pour eux, les cheveux d'une noire ne sont pas considérés des cheveux. C'est le test d'un crayon. Donc, entre 1948 et 1994, on utilise un crayon pour tester ou comme méthode pour évaluer si une personne
Pour déterminer si une personne est blanche ou noire, on met le crayon dans les cheveux. Si ça glisse et ça tombe, ça veut dire la personne est blanche. Si ça reste dans les cheveux, ça veut dire la personne est noire. La législation qui a discriminé contre les Noirs est une très forte institution. On a une institution il s'agit d'une institution qui déclare toutes les formes ou les aspects de discrimination, qui adresse les issues d'exclusion, de marginalisation, de discrimination et qui fasse le promouvoir de la justice sociale afin de corriger la discrimination. Prochaine diapo, Madame Kamela. J'ai voulu parler sur la législation et les politiques qui excluent les Noirs de l'éducation. La discrimination est un problème qui existe toujours, qui exclut beaucoup de Noirs d'éducation, des écoles. Donc, il s'agit d'un problème de ségrégation. On va évaluer les cheveux. Les cheveux, par exemple, dans le sud d'Afrique, pendant l'apartheid, l'ère d'apartheid, il y a une classification raciale. Ce problème de classification raciale était tout. C'est la division entre les races, les groupes raciaux, entre les ethnicités. Le résultat était la classification de la population dans la classification ou la partition de la population dans 4 groupes, les blanches, les noirs, les indes et ceux qui sont coloreux ou colored. Les personnes colored et les groupes indiens ont été sous-divisés. Il y avait la division de ces groupes aussi. C'était un officiel qu'on a fait. On les a fait pour déterminer ou afin de déterminer la race des individus. Donc, on les a classifiés dans des différents groupes. Donc, dans le sud d'Afrique, on a fait ça. On les a partitionnés ou les divisés selon leur ethnicité, la couleur de la race et tout ça. Même les prisonnières femmes ont été on a discriminé contre les prisonniers noirs. Les prisonniers blanches n'étaient pas obligés de porter une tenue comme les prisonnières noires et elles n'étaient pas obligées de ce qui a fâché plusieurs prisonnières blanches. Les prisonnières noires étaient obligées de porter comme un truc sur leurs cheveux qu'on appelle head wrap parce qu'on a allégé et qu'ils devraient couvrir leurs cheveux comme elles ont les types de cheveux qui peuvent tomber pour la protection contre ceci. Donc, après l'année 1979, les Noirs et les Blanches étaient obligés de porter la tenue d'une prisonnière. Voilà, juste pour donner une indication sur les manifestations. Donc, il y avait pas mal de manifestations contre le sujet ou le problème des cheveux. Comme il y a une forte relation entre
les cheveux naturels de quelqu'un noir au Sud-Afrique au racisme. Donc, les femmes qui ont des cheveux naturels couleur noire sont vulnérables aux pratiques, vulnérables au racisme politique, esthétique, psychique, social, et ils sont touchés par l'idéologie, les politiques, les pratiques de blanches. Donc, les cheveux noirs, ça veut dire racisme. Donc, il y a toute une relation entre les deux, un lien entre les deux. Il y avait pas mal de règles contre les femmes noires qui ont les cheveux noirs. Donc, on les traite comme des femmes improfessionnelles. Prochain diapo. C'est un incident qui a eu lieu dans une école. Une jeune femme a dit « Oh non, moi, je ne vais pas vous laisser vous permettre de me traiter de cette façon parce qu'elle est Madame Zulaika est une jeune étudiante dans une école à Sud-Afrique et elle va à l'école avec ses afro-cheveux. Donc voilà ce style de ce coiffure de cheveux et on a dit que non, tu peux pas venir comme ça avec ces genres de cheveux. Elle a dit non, 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 moi j'en ai marre, je vais pas vous laisser m'obliger de couper mes cheveux, pas du tout. Comme tu vois, voilà les 4 images côté droit. La description des cheveux d'une femme noire sont frisés, ils sont secs, ils ne sont pas, les cheveux sont comme frisés et sont secs, endommagés, pendant que la description des cheveux d'une femme blanche, on dit ce sont des cheveux normaux, les cheveux qui sont lisses, qui sont très jolis, et voilà. Donc, on critique beaucoup les cheveux d'une femme blanche et on donne une très bonne description, une description quand même très jolie pour les cheveux d'une femme blanche. Madame Zulaika continue à parler contre ce problème de racisme. La prochaine diapo. Angela Davis, elle était ici l'année 2016. Elle a participé dans un de nos programmes. Elle est là dans cette photo. Elle parlait avec Zaika. Dans le sud, l'ethnicité et la race dans la démocratique Sud-Afrique pose un défi. C'est une discrimination dans le domaine historique, politique, société, économie. Le Sud-Afrique reste toujours le Sud-Afrique comprend un mélange complexe de différentes races, d'identités culturelles et de langage des bandes ethniques. Si c'était pas c'est grâce à Michelle Obama que Monsieur le Président Barack Obama a gagné les élections. Donc, voilà, l'exclusion des personnes noires. On a marre, on a séparé les personnes selon leur race. Prochain diapo, Madame Kamela.
Le dernier diapo est relié à l'expérience que j'ai eue. Moi, personnellement, que j'étais l'une des filles qui a aimé porter un afro, donc j'ai mon cheveu afro. C'était comme j'ai voulu pour les. On m'a moqué beaucoup de fois. On a dit que ces cheveux afro ne sont pas jolis, ne sont pas acceptables. Donc, je n'ai jamais pensé sur les cheveux qui sont tout droits, tout lisses. Moi, j'ai voulu que mes cheveux soient afro, c'est tout simplement ça. Parce que moi, je n'ai jamais douté mon identité noire. Donc, autant qu'activiste de muséum, mon activisme ou nos activismes reflètent tous les aspects de notre travail. Car comme nous sommes des plaidoyers pour une société plus juste, plus juste, on avait besoin de faire le nécessaire pour refléter ces valeurs dans notre institution. En tant qu'activiste de muséum, on a offert des actions concrètes pour les visiteurs qui ont voulu jouer un rôle plus efficace en tant que citoyen actif. On a aidé les autres on a encouragé les autres pour s'engager dans des actions qui peuvent être efficaces afin d'affecter ou bien de changer nos sociétés. On a demandé à plusieurs visiteurs de s'engager dans des nombres d'activités de différents niveaux pour le promouvoir de la compréhension et l'empathie. Comme autant qu'activiste dans le musée ou autant qu'activiste dans les musées, on a offert un endroit pour exprimer les points de vue, pour les avis contraires dans la Constitution Hill. La Constitution Hill était toujours une place ouverte pour parler sur des perspectives ou plusieurs perspectives, pour parler sur des expériences, des points de vue, pour reconnaître les autres views. Et merci beaucoup, Madame Kamala. Merci beaucoup, Madame Nedbou. Merci beaucoup, c'était très éducatif. Moi, j'ai déjà tiré 2 points intéressants de votre présentation et 2 mots que je n'ai pas oubliés quand tu parles à propos du musée, de la tourisme et le mot expérience. J'ai entendu beaucoup de fois que les personnes dans l'industrie de tourisme, le but de tourisme, c'est d'avoir une expérience, d'expérimenter un pays, un endroit, un site, une place. Tourisme, c'est toute une expérience et de reconnaître ce que vous avez vécu comme expérience. On va continuer et maintenant on donne la parole à Madame Andrea. Andrea, tu es là? Hola, ¿me escuchan?
Sí, te escuchamos. ¿Tú Can ves you la hear us? pantalla? No, creo que Camila iba a hacerlo. Ah, Camila va a hacerlo. They are speak, Gracias. on parle en espagnol ici. Hein. Perfecto. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde los diferentes espacios. Soy Andrea Méndez, soy de Guatemala y quiero compartirles un poco la experiencia de Casa de la Memoria y cómo desde este espacio abordamos también el racismo estructural. Yo creo que cuando hablamos de racismo es importante hablar de memoria. No se puede desvincular el racismo de la memoria histórica, porque han sido los procesos de despojo, de racismo estructural y de colonización los que han permitido las graves violaciones a los derechos humanos, a los que nos hemos enfrentado no solo en el pasado, sino también recientemente. Por ello, queremos hacer el vínculo de esa memoria, de entender el racismo. Y creo que algo que también para nosotras es importante es entender el racismo y el patriarcado, no desvincularlos, sino entender también el patriarcado como parte de un sistema de opresión que vincula, ¿no? Hacer la diferencia al final de cuentas de qué cuerpos racializados también viven de forma diferente el patriarcado, las mujeres frente a los hombres como diferentes cuerpos racializados. Siguiente, por favor. Casa de la Memoria es un espacio en la ciudad de Guatemala, es una exposición permanente, física, donde se abordan el diferente continuum de violencias en Guatemala, ¿no? Quisiera partir contextualizando un poco de la Guatemala reciente y por qué desde ahí es importante hablar del racismo. En el año 1960-1996, Guatemala vive un conflicto armado interno, digamos, de apariencia. Sin embargo, en el trasfondo nos representa el fin o, digamos, una de las formas de consolidar el racismo histórico a través del genocidio. En Guatemala se viven 36 años de conflicto armado interno. Una comisión de verdad nos dice que hay más de 200,000 personas asesinadas, más de 45,000 desaparecidos y más de 1 millón de personas desplazadas. Lo que es, digamos, importante en este dato es que el 83% de las víctimas son personas de los pueblos mayas. Para nosotros, desde Casa de la Memoria y desde el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, era importante hablar de este momento histórico para entender el presente en el que vivíamos. Pero creemos que es importante ir más allá. ¿Qué permite? ¿Qué condiciones generan? Generan las condiciones, al final de cuentas, para entender lo que sucedió durante el genocidio en Guatemala. En Guatemala se vive un terrorismo de Estado, en Guatemala se vive un genocidio perpetrado por el Estado y en contra de la población maya. Entender esto era importante regresarnos al pasado. Siguiente, por favor. C'était en espagnol. Violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno era importante analizarlas desde el continuum de violencias, desde qué había ocurrido y qué había permitido la construcción de las posibilidades para que se generara y desde el Estado de Guatemala se gestara el genocidio en contra de la población indígena maya de Guatemala. Siguiente. Quisiera presentarles una nueva propuesta, digamos, frente a la pandemia. Nos vimos en la necesidad de hablar desde la virtualidad también y que este espacio pudiera seguir abordando no solo la memoria histórica, sino el racismo. Siguiente. Entender el racismo desde la estructura implica también entender el racismo desde lo epistémico, desde las formas en las que entendemos el conocimiento y la sabiduría. Digamos que la imposición del racismo desde la colonización también ha hecho borrar los conocimientos ancestrales. Ya alguien lo mencionaba y para nosotras es importante porque enfrentar el racismo también es recuperar los conocimientos ancestrales, encontrarnos con otras formas de conocimiento diferentes a las impuestas desde Occidente. Y entonces, recuperar la memoria histórica de Guatemala implica también recuperar los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios. Siguiente. Siguiente. Por ello, cuando hablamos
nombramos continuum porque es algo, digamos, permanente, es algo que se mantiene y que se va repitiendo en la historia. El racismo ha marcado ese continuum de violencias. El patriarcado también ha marcado ese continuum de violencias. Son las mismas prácticas, los mismos pensamientos, e inclusive los mismos sentimientos en los cuerpos, los que han permitido reproducir ese racismo estructural, sistémico y permanente. Por ello, nosotras partimos de la colonización como un punto de inicio y también como un punto de acentuar ese racismo. El primer genocidio, Guatemala tiene su primera experiencia de genocidio en 1524 con la invasión y despojo. Nosotras nombramos a este periodo el primer genocidio. Lo decía anteriormente, combatir el racismo también implica combatir también el despojo epistémico. Implica nombrar de manera diferente lo que históricamente se ha nombrado incluso como descubrimiento de América. Es más que un descubrimiento, es el inicio de un despojo permanente, no solo en el territorio que nosotras nombramos, Abya Yala, sino un despojo en los conocimientos, en las prácticas y la imposición de un nuevo mundo. Esto es importante porque nos marca la idea de que solo existe un mundo, solo existe una forma de pensar, solo existe una forma de ser. Y claro, esa forma de ser es desde Occidente, ¿no? Lo decía antes, a mí me parecía muy poderoso también lo del cabello, cómo el cabello también es político. Y entonces, ¿qué cabello es correcto, no? ¿Qué forma de ser es correcta? ¿Qué idioma es correcto? ¿Qué religión es correcto? A partir de ello, planteamos el primer genocidio desde la invasión. Siguiente, por favor. Algo que creo que también se ha nombrado y que en Guatemala cumple digamos, un papel importante en la forma en la que se construye la sociedad actual es el sistema de castas. Lo nombraban al inicio como un proceso de jerarquizar. En Guatemala, el proceso de invasión jerarquiza y categoriza a los cuerpos, a las personas, a partir del color de piel, colocando lo blanco como lo mejor, lo negro como lo peor y lo indígena como lo malo. Esto es importante porque construye el imaginario social y el anhelo a la blanquitud. La idea de lo blanco como lo perfecto y como lo óptimo, porque entonces decía, esta única forma de pensar, esta única forma de sentir, construye el anhelo a la blanquitud y el deseo de lo blanco como única forma correcta, como única forma ideal para encajar en el mundo. Siguiente. Creemos que las prácticas, que los mecanismos de dominación inculcados en este momento van a determinar mecanismos que se van a repetir a lo largo de la historia. Por eso también lo decía, ¿no? Entender el racismo desde el continuum de violencias, porque son las mismas prácticas históricas las que se repiten en nuevos mecanismos, en nuevos discursos, con nuevas herramientas. Al final de cuentas, son las mismas. Siguiente. Frente a la historia oficial, nos encontramos con la posibilidad de una memoria que rompe con la idea de una historia desde lo blanco, y podemos hablar entonces, como les decía, del continuum de violencias, la posibilidad de transformar el imaginario social a partir de entender este proceso como un proceso permanente de despojo. En Guatemala se dan dos, digamos, a partir de la invasión, se da un proceso de colonización que va a embarcar no solo a Guatemala, sino a América Latina y a muchos otros países. Un proceso que representa el continuum del despojo de tierras, de conocimientos, de bienes naturales e inclusive de cuerpos a través del dominio. Por ello creemos que entender ese pasado, para entender por qué suceden los genocidios recientes, entender por qué suceden las violaciones a los derechos humanos recientes,
es vincularlo a este momento histórico, a la construcción del Estado-Nación, a la construcción de, como lo decía anteriormente, de una sola forma de pensar, de una sola forma de entender el mundo. Siguiente. Desde Casa de la Memoria hemos intencionado abordar estas temáticas con estudiantes, con jóvenes, a partir de cuestionamientos. Por ejemplo, ¿por qué los mismos problemas de hace 500 años nos siguen persiguiendo hasta la actualidad? ¿Qué sostiene y mantiene la desigualdad en Guatemala? ¿Por qué los cuerpos de las mujeres han sido vistos como territorios de conquista? ¿Por qué la diversidad cultural ha sido una amenaza para Guatemala? En Guatemala se vive un proceso de colonización que a través de la independencia no transforma el cimiento o la base y la estructura del racismo. En Guatemala se construye un Estado y una nación que busca lo blanco y que elimina y... Pardon, Madame Carl est en train de présenter en espagnol et moi, je ne comprends pas l'espagnol. Pero además es un sistema perverso porque no los excluye de ese Estado-nación, los incorpora, pero a través del dominio. Y entonces nombrar a los pueblos mayas como sujetos, como ciudadanos, significaba de alguna forma posibilidad de expropiarles, significaba una forma y posibilidad de cobrar tributos, una forma y posibilidad de apropiarse de sus bienes. Entonces, digamos que el racismo desde la estructura, cuando hablamos de un racismo estructural, hablamos de un racismo que se legitima desde una estructura de poder. Y en este momento en la historia de Guatemala, el racismo no solo se legitima, sino se legaliza, porque pasa a formar parte de un andamiaje jurídico, de la Constitución, de las leyes, que van a promover y permitir el racismo, y que de alguna forma van a intentar el exterminio. Esto es importante porque en Guatemala el intento de exterminio de los pueblos mayas no se da únicamente en la invasión o en la colonia, sino posteriormente también hay un proceso permanente, les decía, es un proceso permanente de colonización con la llegada de finqueros de café alemanes, también hay un intento de exterminio. Incluso hay leyes que buscan volver no indígenas, ladinos, en Guatemala se nombran ladinos, volver no indígenas a los pueblos mayas. Una de las ideas que permea, digamos, o que se mantiene en la sociedad es la posibilidad de volver los no indígenas como desarrollo. Y yo creo que eso tiene mucho que ver en la realidad en la que vivimos y en el presente. ¿Qué ha implicado la palabra y la idea del desarrollo frente al racismo? En Guatemala el desarrollo se ha visto como un enemigo de los pueblos originarios, porque esas prácticas ancestrales no son esa única forma de ser, no son esa única forma de conocimiento que se ha instalado. Y entonces, borrar esas prácticas no solo es racismo, no solo es exterminio, sino también va encubierto y legitimado desde la idea del desarrollo, ¿no? En ese sentido, planteaba que el exterminio es una práctica y un constante en el imaginario social y permanente en la historia de Guatemala. Por ejemplo, hay un estudio que dice que el 10% de la élite económica en Guatemala piensa que la forma de incorporar a los pueblos originarios a la civilización, al país, al desarrollo, es a través del exterminio. Significa que no encuentran una forma de vincular, de reconocer a los pueblos originarios dentro del país. Claro, 500 años, nosotras nombramos 500 años porque es, lo decía, el continuum de la violencia y el continuum de racismo estructural, que en este momento se caracteriza por el despojo, pero que permanentemente también se va a consolidar posteriormente en el exterminio. Siguiente. Siguiente. Siguiente.
A partir de ello, desde este espacio, desde Casa de la Memoria, como un sitio de conciencia, como un espacio para hablar del pasado y del presente, creemos que ese es un enfoque importante, vincular el pasado y el presente, el racismo histórico con el racismo actual, que permite y sostiene no solo la desigualdad, sino la pobreza, las violaciones a los derechos humanos, las discriminaciones, y digamos que nos deja como herencia la sociedad en la que vivimos actualmente. Siguiente. Siguiente. Este proceso permanente de despojo nos lleva al genocidio en Guatemala. Les decía que en 1960 inicia un conflicto armado que en el trasfondo encuentra en el genocidio el mecanismo perfecto para terminar de despojar las tierras. O sea, en 500 años han pasado desde la invasión, y el genocidio en 1960 encuentra el mecanismo perfecto para terminar de despojar de las tierras. Encuentra el mecanismo para el exterminio y control de los pueblos originarios, de los pueblos mayas en Guatemala. Siguiente. Siguiente. Para nosotros es importante poder hacer este vínculo. ¿Qué posibilita el genocidio en Guatemala? El genocidio representado como la máxima expresión del racismo. En este caso, porque durante el conflicto armado se dan una serie de políticas como tierra arrasada, como aldeas modelo, violencia sexual como mecanismo de guerra en contra de los cuerpos de las mujeres, desplazamiento de niños de comunidades mayas a otras comunidades con el fin de ladinizarlos, o sea, convertirlos en no indígenas, darlos en adopción a otros países, el nombrar enemigo interno como una de las características del racismo estructural. Digamos, en el conflicto armado interno se busca un enemigo. El Estado busca un enemigo y nombra a los pueblos mayas como enemigos, porque consideran que naturalmente e históricamente han sido quienes se han resistido a ese sistema, a ese único Estado. Y entonces se crea de nuevo, desde el racismo, la idea de que naturalmente son ellos quienes son el enemigo interno del Estado. Y bajo la idea y la construcción del enemigo interno inicia un proceso de destrucción. Les decía, el 83% de las víctimas son pueblos originarios. Las matanzas se dan de manera indiscriminada. En Guatemala hay más de 626 masacres registradas durante el genocidio, que desaparece comunidades enteras, que desaparece grupos poblacionales enteros. La población maya y xil en Guatemala se ve gravemente afectada, digamos, porque hay documentos militares, estatales, que caracterizan y reflejan cómo el Estado reconoce, cómo el país, el gobierno reconoce como enemigos a esos pueblos. Por eso, desde este espacio, creemos que también es importante nombrar por qué contra los pueblos mayas, qué marca y qué diferencia a los pueblos no mayas, no indígenas y a los pueblos mayas en la construcción de esta historia. Decía, hay cuerpos racializados que viven de manera diferente la memoria. Lo decía al inicio, las mujeres viven de manera diferente la memoria, pero los pueblos mayas y originarios en Guatemala también han vivido de manera diferente la memoria. Siguiente. Desde la invasión se construyó y se justificó un sistema de dominación basado en el racismo que despojó históricamente a los pueblos mayas, considerándolos como pueblos rebeldes, salvajes, enemigos, utilizando estas ideas como justificación para su destrucción. Y ya lo decía, el genocidio fue el mecanismo perfecto para la apropiación de territorios, de bienes naturales y la eliminación sistemática de los pueblos mayas, su cultura e identidad.
Por ello, nombramos desde este territorio, desde este contexto, al genocidio como la máxima expresión del racismo. Siguiente. 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 Frente a ello, yo quisiera plantear como algunos ejes que han sido importantes desde este espacio de memoria. Los espacios de memoria son sitios de conciencia que nos permiten analizar y poder ir vinculando lo que ha pasado en el pasado y en el presente, pero que también nos permite ir analizando qué de eso sigue en la sociedad actual. El objeto de la memoria es aprender de ese pasado para entender cómo vivimos el presente y transformar el futuro. Pero no podemos analizar ese pasado sin entender el racismo estructural, el racismo legitimado y legalizado que ha permitido no solo las graves violaciones a los derechos humanos, sino también que ha permitido la construcción de un imaginario social que busca el exterminio y un imaginario social que busca transformar todo aquello que tenga que ver con los pueblos originarios y los pueblos mayas en Guatemala. A pesar de que en 1996 se firman los acuerdos de paz con las ideas de transformar esta estructura legal, lo cierto es que se mantiene en la sociedad, porque la sociedad no solo lo cree, sino también lo ha llegado a sentir y a pensar. Siguiente. Quisiera hablar también de que cuando hablamos de un continuum de violencias, un continuum de racismo, es importante y es inevitable hablar de un continuum de resistencias, porque frente a esas violencias siempre han habido formas de resistir. Y ese es un enfoque que creemos que es importante dar. Creemos que es importante hablar de las resistencias y de cómo a pesar de las condiciones, cómo a pesar del contexto histórico, social, político y económico que se estaba viviendo, siempre hubieron formas de resistir y que de alguna forma eso mueve también a las resistencias de la actualidad, mueve a las necesidades de seguir accionando, denunciando lo que sucede en la actualidad. Siguiente. ¿Y por qué no nombrar esas resistencias desde las mujeres racializadas, desde las mujeres mayas, quienes han posibilitado y han permitido mantener viva la voz a través de la transmisión oral, desde generación en generación, pero también a través del liderazgo, desde lo académico, desde lo político y desde la toma de decisiones? Siguiente. Quisiera ir cerrando este espacio con ese permanente, cómo abordamos desde la memoria las narrativas complejas, las narrativas subterráneas, porque entonces nos enfrentamos a una historia oficial muchas veces y el racismo ha borrado, apartado, ocultado a ciertos cuerpos, a ciertas personas de esa historia. Cómo la memoria posibilita la recuperación de esa memoria subterránea, de la memoria no contada, de la memoria no escuchada, y nos permite entender la historia desde otros cuerpos, desde otras posiciones. Quisiera, como decía, quisiera ir cerrando hablando, pues al final de cuentas, de esas posibilidades que nos permite la memoria, como una forma de enfrentar el racismo, ya lo decía al inicio, como una forma de enfrentar el racismo epistémico, como una forma de enfrentar el despojo de la memoria, de la historia misma, como una forma también de afirmar políticas antirracistas. No basta con no ser racistas, sino hay que ser antirracistas, no solo en el discurso, sino en las prácticas y sobre todo en las formas en las que cambiamos los sentimientos y el imaginario social que se ha construido a partir de ello. Quisiera terminar leyendo una frase que dice: nada podrá contra la vida porque nada pudo jamás contra la vida, de un poeta guatemalteco desaparecido durante el conflicto armado interno y el genocidio en Guatemala. Siguiente. Siguiente. Muchas gracias.
Thank you so much, Andrea. That was very powerful. Merci beaucoup, Madame Andrea. C'était Magnificent. très So, bien thank fait, you. très On so bien many dit. levels C'était that resonates fantastique. with us here in America, in particular in Oklahoma. C'est vrai, That just resonates euh, on so many levels on from an peut, indigenous perspective, nous, as well d'un as point the de vue combination indigène, on ancestry peut relier à and tout ça. all of these Ici, à Oklahoma, aux likenesses of the États-Unis, violence that we seem to be les- explaining ourselves on through a framework of violence. vraiment vécu beaucoup de fois Also ces affects actes de memory, violence. and this is just Ça a really apporté very beaucoup de powerful. Thank you. souvenirs, de Very mémoire. C'était The next très presenter is puissant, très Ashley fort. Rogers from Maintenant, on Whitney donne Plantation. la parole à Ashley Rogers de la plantation Henry Davis. Hello, thank you so much for having me. Whitney Plantation. Merci I wanna beaucoup give, and I pour also m'avoir just want to invité. thank the other J'ai voulu remercier les autres présentateurs car moi, j'ai trouvé beaucoup de points communs au niveau des histoires de racisme. Merci beaucoup pour m'avoir donné des idées. Je voudrais vous parler un peu sur Whitney Plantation, la plantation de Whitney, pour vous donner une idée sur le travail qu'on fait ici. Nous, il s'agit d'une legacy qui continue jusqu'à aujourd'hui par rapport à Whitney Plantation, la plantation de Whitney. La plantation de Whitney est une est un site historique, c'est une plantation historique qui est située à 1 heure par voiture à 2 bâtons rouges, New Orleans, Louisiana. C'est une plantation située au sud des États-Unis où il y a des centaines de plantations avec des milliers de personnes qui ont souffert du racisme, les esclaves qui ont été maltraités dans ces plantations. Ces plantations sont des sites qui, comme plantation, qui il y a 15 bâtiments dans la plantation qui ont été établis l'année 1952. Il y a des bâtiments anciens depuis les années 1790 et ceux qui ont été construits pendant l'année 1975. Donc, 110 années d'un système de racisme. Prochain diapo. La plantation de Whitney préserve les maisons des propriétaires originaux comme cette maison. Il y a quand même les stables qui ont été préservés. L'autre chose que Whitney Plantation fasse, c'est le site mémorial. Si tu n'as pas eu l'occasion de visiter un musée de plantation dans le sud des États-Unis, je peux te dire que les musées de plantation ne sont pas des musées qui parlent sur le racisme. Ils parlent sur la richesse des propriétaires, le musée parle sur les jardins, les maisons, les propriétaires. Mais Whitney Plantation, on met l'accent sur les esclaves, sur la discrimination. C'est un musée qu'on a construit pour honorer ceux qui ont été esclavés, les esclaves. C'est une ange
Euh, cette photo d'une ange, nous, ce musée, c'est pour honorer la vie, les personnes qui ont été assassinées ou tuées. Il y a, voilà, c'est une visiteur qui regarde ou qui est en train de lire les propriétaires de plantations. Il y avait beaucoup de personnes qui ont été esclavées, mais on n'a pas pu déterminer leur nom et rester anonyme, mais il y avait quand même 350 personnes qui étaient esclavées ou qui étaient des esclaves dans cette plantation. L'une des choses qui est important par rapport à ce mémorial, c'est de regarder les anciens dossiers, de les réviser, d'étudier l'impact culturel de Sud-Afrique. Il y a ceux qui ont été esclavés pendant les années 1800 et quelques, qui étaient venus aux États-Unis. Il y a ceux qui restaient, qui sont venus des immigrants du Ouest d'Afrique et qui étaient venus ici. Donc, ils étaient des esclaves et tout ça. Voilà, on a affiché beaucoup de ces noms dans les musées. Diapo suivant, voilà, c'est une représentation historique d'une plantation de sucre à Louisiana. C'est juste pour vous donner une idée générale sur comment ça fonctionne dans nos sites. Dans le centre de cette image, il y a le moulin de sucre. Ensuite, il y a la rivière du Mississippi. Ces plantations sont adjacentes l'une à l'autre. Pendant l'année 1860, juste avant la guerre sociale, il y avait 150 personnes esclaves à Louisiana. Dans la plantation de sucre entre Baton Rouge et ça, le sud de New Orleans et ouest de Bayou. Ces plantations de sucre sont des sites d'une richesse immense. Donc, regardez côté gauche de l'image. Voilà, ou bien le centre de l'image, il est quelqu'un qui est en train de télécharger le chariot. On fabrique du jus de sucre. À partir de sucre, il y avait à peu près 115 personnes qui étaient esclavées en même temps. Ces personnes ont travaillé trop dur dans la production et qui ont fabriqué à peu près 400 tonnes de sucre. C'était vraiment, il s'agit d'une richesse immense. Voilà un système de libération en place. Il y a des différents groupes d'ouvriers ou de travailleurs. Ils travaillent dans les chemins des cannes de sucre à partir de trop tôt de matin jusqu'à tard le soirée. Il y avait des groupes de personnes qui travaillaient l'un après l'autre, mais pendant 24 heures sur 24, 7 jours de la semaine. Il y a des différents systèmes de main-d'œuvre. Donc, je vais vous parler sur la période après l'esclavage. Il y a la période d'esclavage de 110 années ou qui a duré 110 années. Ensuite, le système de main-d'œuvre qui a commencé après l'esclavage, la période de l'esclavage. Il y avait plusieurs communautés noires qui ont
travaillé trop dur, mais après le 13e amendment, on a complètement aboli ou éliminé les plantations. Donc, c'était un système très oppressif, mais le système à Louisiana, c'est un système où les travailleurs ont travaillé pour gagner la vie et recevoir un salaire. Il y a une plantation d'esclavage. La plantation d'esclavage est différente de la plantation de Louisiana. Par exemple, ici, pendant le XXe siècle, cette maison ou cette plantation est la propriétaire d'une personne blanche, mais il y avait quand même des esclaves qui travaillaient, mais on les a payés. Voilà. Prochain diapo. C'est une autre vue de cette grande maison propriétaire de la maison était blanc l'année 1950. La méthode principale pour contrôler les autres sur ou dans les plantations de main-d'œuvre, c'est la présence des petites boutiques. Voilà, c'est une petite boutique ou une épicerie ou une boutique qu'on a construit pendant les donc, pour les ouvriers qui travaillaient dans les plantations, on donne des coupons d'aliments pour récupérer des aliments de la pisserie. Il y a les autres qu'on donne le soin médical en plus des salaires qu'on leur paye. Ce ne sont pas un kit très formidable, mais quand même, on les récompense. On donne un petit salaire, on donne des aliments et le soin médical. C'est mieux que... C'était pas beaucoup de toute façon. Donc, quelqu'un qui a travaillé, par exemple, à Whitney Plantation pendant 1980, 25 années après la fin de l'esclavage, devriez magasiner pour les aliments, le soin médical et les vêtements. Donc, pour ceux qui achètent du magasin, c'est comme un crédit. Donc, ils utilisent cette marge ou ligne de crédit pour acheter les vêtements, les aliments, pour recevoir le soin médical et on déduit ce qu'ils ont dépensé de leur salaire. Donc, il y avait l'accumulation des dettes d'une semaine à l'autre parce ils ont accumulé beaucoup de dettes. C'est comme ici, quand on achète avec un crédit et on continue à acheter, ça va bien sûr, la dette va s'accumuler. Hein. Par exemple, pendant l'année 1950 à Whitney Plantation, comment est-ce qu'on sait tout ça? C'est des dossiers. On a gardé beaucoup des dossiers avec ces informations. Par exemple, on donne comme exemple un ouvrier qui travaillait à Whitney Plantation, on le paye 50 sous par heure. Il va pour recevoir le soin médical. Chaque visite coûte $3. Ensuite, les médicaments, ça veut dire quoi? Ça va accumuler beaucoup de dettes pour ces ouvriers. Donc, plusieurs propriétaires de plantations, au lieu de les payer ou bien de ne les pas payer, ils vont les facturer pour le temps perdu. Ils facturent les ouvriers pour le temps perdu ou manqué de travail. Après l'année 1877, les propriétaires de la plantation de Whitney
ont formé un cartel qu'on appelle l'Association de cartels de sucre. Cette association a existé d'une manière très évidente et ils ont, pour les avantages des impôts, pour l'industrie de sucre, ils étaient trop puissants. Donc, il avait le droit de préciser les salaires ou le taux de paye. Donc, il y avait plusieurs ouvriers ou travailleurs qui ont essayé de commencer un syndicat d'ouvriers. Ils ont fait ils ont commencé des grèves. Il y avait pas mal de syndicats l'année 1960 qui ont discriminé contre les travailleurs noirs. Il y avait beaucoup de difficultés pour employer des ouvriers noirs qui beaucoup de personnes n'ont pas, par exemple, un ouvrier ou un employé qui travaillait dans la plantation de Whitney est sorti de la plantation de Whitney pour travailler dans une autre plantation. Mais la nouvelle plantation a contacté la plantation Whitney et a avisé que nous sommes au courant que lui, il est sorti, il a laissé une dette derrière lui, mais il a besoin de ses vêtements et de ses affaires. Est-ce qu'on peut trouver une solution pour vous régler sa dette petit à petit donc, c'est la nouvelle plantation qui a engagé l'ouvrier ou le travailleur qui a travaillé à Whitney, qui est sorti de Whitney pour commencer à travailler avec eux, mais il a laissé une dette derrière lui et on a voulu essayer de trouver une solution où il paye en petits morceaux, en tranches la dette afin de libérer ou de lui donner ses affaires. La plantation de Whitney, il habite toujours dans la même cabinet d'esclavage. Voilà, et en même temps, les personnes moi, je vais juste faire vite. Donc, dernier point que je vais partager avec vous, les travailleurs à Whitney Plantation, on ne devrait pas ne sont pas des victimes. Ils sont quand même au courant de ce qui se passe. Ils sont bien connectés au monde extérieur. Ils ont accès à des informations quand même. Ne sont pas des ignorants de toute façon. Les travailleurs à Whitney étaient intelligents, étaient conscients, étaient au courant de ce qui arrive. Ils avaient quand même un accès partiel à ce qui se passe dans le monde. Martin Luther King a été assassiné et ce qui a impliqué ou provoqué des manifestations. La manifestation aux plantations, comment est-ce qu'on a mené des manifestations dans cette plantation, c'est on a fait des incendies là-bas comme aspect pour se manifester. Merci, Madame Ashley. C'était très
magnifique. J'ai visité Whitney Plantation. J'ai entendu pas mal de choses sur la plantation, ce qui me vient à l'esprit, parce que vous savez, Oklahoma, ça fait partie du Sud. Ça fait partie de l'achat de Louisiane et si on comprend bien les liens qui nous relient, c'est vraiment très important, surtout quand on parle de la langage du racisme. Nous sommes en train, nous, on fait on copie la même chose, on fait la même chose, on répète la même chose. Notre travail, et c'est quoi notre travail exactement? C'est de le dire, de nous de s'exprimer, même si c'est très pénible, c'est tout douloureux, c'est très difficile de le dire, mais il faut le dire, il ne faut pas le dire d'une manière il faut dire la vérité, il faut dire les choses comme ils sont en réalité. Beaucoup de fois, on dépense beaucoup de temps, mais on parle, beaucoup de fois, on met l'accent sur les victimes et non pas sur les auteurs de ces problèmes. Il faut mettre l'accent pas sur ceux qui sont les auteurs et non pas les victimes. On devrait regarder le problème des drogues. La consommation de drogue a affecté les familles de quelle façon? Nous, on connaît bien qu'est-ce qui arrive aux victimes, mais parfois, il y a les autres personnes ou l'autre côté qui a été touché par ce problème. Donc, il ne faut pas juste se concentrer ou mettre l'accent sur les victimes. Il faut aussi regarder les oppresseurs, ceux qui sont les auteurs et non pas les victimes seulement. On a un peu de temps pour 2 questions. Dans le chat, il y a une très bonne présentation. Merci beaucoup, Madame Ashley. J'ai voulu juste ajouter quelques commentaires sur la sensibilisation sociale, la mobilisation sociale dans l'Est de l'Europe a commencé en Angleterre. Donc, c'était pour mobiliser les autres contre le racisme. On devrait regarder ce qu'on fait siècle après siècle après siècle. L'histoire se répète, on répète l'histoire de la violence beaucoup de fois, répétitivement. Donc, est-ce que nous, on ne fait pas attention à cette répétition car nous sommes des êtres humains ou bien est-ce que peut-être que nous, on a peur de la situation et comme on a peur de cette situation, peut-être on n'a pas voulu l'adresser. Parfois, quand on a peur, on évite la situation. Donc, nos tripes ont pratiqué l'esclavage institutionnel. Vous avez survécu ceci, mais vous l'avez pratiqué sur un autre groupe de personnes. Donc, on n'apprend pas de l'éviter, on apprend de le faire. On continue à faire la même chose au lieu de l'éviter. LOI, and just speak up.
Well, I just think, I mentioned at the beginning that I was really struck by some commonalities. And I think that really, I was thinking particularly about, Donc, moi, j'ai pensé de Gandhi qui a été arrêté au sud d'Afrique. Moi, je sais pas beaucoup, je sais pas beaucoup de choses sur Gandhi. Donc, il a j'ai réfléchi de Plessy ici à New Orleans. C'est la même histoire, la même chose. Donc, on devrait ce sont des choses globales qui arrivent simultanément. Par exemple, ici, on a le narratif exceptionnel. C'est comme si ici, on devrait conclure ou mettre l'accent sur le fait que ces choses n'arrivent pas seulement ici aux États-Unis. Ces histoires, ces situations, mais aussi dans des autres coins du monde. Le partage des histoires, de nos expériences va nous aider à réaliser ou bien réaliser nos buts, à bien comprendre que ce problème de racisme, de discrimination, c'est un problème commun. Il y a et de revisiter l'histoire et de reconnaître les bâtiments, les espaces et de regarder à travers d'une lentille, regarder une maison qui et les personnes habitent de quelle façon. On devrait regarder à l'intérieur d'une maison et pas seulement l'extérieur, à regarder comment ces personnes, la vie de ces personnes. Experience joy. So under legal segregation, people were committed and commissioned to live within bound areas. Donc, il y a des personnes qui restent, qui habitent toujours dans le même endroit, dans la même place, comme les plantations où il y avait les esclaves qui habitaient dans ces plantations d'une manière permanente. Donc, Madame Andrea parle en espagnol. Je ne comprends pas l'espagnol, pardon. Y como pueblos ya hemos visto esas situaciones y al parecer no han cambiado. Yo creo que la memoria es importante para esta transformación, pero no es suficiente. La memoria es un elemento, pero necesitamos más acciones frente a un mundo globalizado, frente a un mundo que permite y sostiene estos discursos. Un sistema mundial que legitima muchas veces estas formas de vida, estas prácticas, ya lo decía, con los productos, con los medios de comunicación, con la publicidad, al final de cuentas, que también legitima. Y entonces, en ese sentido, no basta la memoria, no basta no ser racista, sino que hay que implementar prácticas antirracistas desde ahora, con las nuevas generaciones. La memoria es importante, pero esta debe de ir acompañada de acciones afirmativas que garanticen la no repetición. Ese es, al final de cuentas, uno de los objetivos de la memoria histórica. Y ahí es donde el papel de los sitios de conciencia, de los espacios de memoria, nos permiten sensibilizar, no solo desde lo que no debe pasar, sino desde qué responsabilidades debemos asumir como sociedad para estas acciones afirmativas antirracistas. Yo creo que eso es muy importante porque hay un constante papel y juego de poderes que nos divide entre opresores y oprimidos, pero muchas veces también, digamos que hay matices en todo eso. No es dicotómico, no es bueno o malo, sino hay matices también en el opresor y el oprimido, que están muchas veces muy claramente identificados en algunos casos, pero que los sitios de conciencia y de memoria nos pueden y nos permiten hablar de la responsabilidad que como sociedades tenemos frente a esta memoria que se repite. Únicamente, muchas gracias. No, great point. And I think that we have another question in the chat. Ce sont de très
bons points ou commentaires. Et il y avait une autre question. Le racisme joue de quelle façon sur l'issue de xénophobie, surtout dans le sud d'Afrique? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Je crois que tous les systèmes sont reliés parce qu'ils modèlent l'un l'autre. Allez-y, je te donne la parole. Merci. Pour moi, cette question est très intéressante. Surtout sur l'issue de xénophobie, l'élément de racisme joue un rôle très important. Donc, le traitement d'un certain groupe d'une manière raciste et s'appelle xénophobie. Donc, la xénophobie est reliée directement au racisme. Donc, c'est contre les Malabos, c'est contre la discrimination contre les Noirs. Ceux qui souffrent déjà, qui sont loin de ces pays, qui expérimentent, qui souffrent de la pauvreté, qui sont défranchisés, qui étaient venus au sud d'Afrique pour une meilleure vie, mais se trouvent dans un endroit, dans une situation où ils ne trouvent pas, on ne trouve pas le travail qu'on cherche ou bien dans une situation où ils étaient obligés d'accepter les petits travaux où on ne paye pas beaucoup de choses, salaire très petit, la discrimination contre ces minorités et continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, la xénophobie est reliée directement au racisme et ce n'est pas juste, ça ne touche pas seulement ceux qui ont immigré au sud d'Afrique, mais partout. C'est nous, les personnes noires, on souffre beaucoup, surtout les activistes les activistes sont déterminés de faire quelque chose, de lutter contre ce type de comportement ou donc TRC a donné plusieurs recommandations aux Noirs, mais nous, on devrait continuer à recevoir des recommandations de l'aide, de l'encouragement, de soutien. On devrait on travaille ensemble pour le promouvoir de la démocratie. Et maintenant, le passé n'est pas fini. On se trouve face à face du passé. On vive le passé de nouveau. On devrait utiliser l'histoire pour construire l'avenir. On ne devrait pas le laisser aux autres, car c'est nous qui jouent le rôle pour activer les mémoires, pour les faits, comment est-ce qu'on utilise les mémoires comme un moyen pour adresser les problèmes? C'est avec les dialogues, avec les programmes, avec les partenariats, l'engagement des autres. C'est comme un fardeau qui apparaît qui apparaît d'une manière différente, mais c'est toujours le même fardeau. Moi, je suis au courant que le racisme provient du passé. Les racines de ce racisme
sont reliés d'une manière directe au passé. Merci beaucoup. C'est une discussion très informative et on devrait rester en contact avec vous ensemble. On n'arrête pas ici. On va continuer à travailler, à s'engager, à éliminer la silence et de réactiver le passé et de montrer les points communs. Ça peut être très en perspective au point de vue très puissant. Nous, on a un symposium annuel pour l'anniversaire du massacre 1921 et le 1er juin de cette année va marquer la 100e année de ce massacre. L'une des choses qui m'a touchée beaucoup, c'est de bien reconnaître qu'il s'agit d'une situation qu'on devrait continuer. On n'arrête pas ici. Moi, quand je parle ou quand on parle à propos des mémoires avec vous, comment est-ce que les mémoires peuvent être réalistiques? Comment est-ce qu'on doit faire pour que ces mémoires deviennent très vivantes? Il y a ceux qui utilisent les cartes ou bien des images avec des crayons, des différentes couleurs pour faire bien apparaître l'image pour bien illustrer l'image d'une histoire ou d'une famille qui habite dans cette maison, quelle était leur expérience, c'était quoi la mémoire. La mémoire s'agit, c'est la mémoire d'un être humain, c'est la mémoire de ceux qui ont survécu, qui ont souffert beaucoup, mais qui n'ont pas, qui n'étaient pas, qui n'ont pas, qui n'étaient pas restés silencieux, qu'ils ont fait quelque chose, ils ont parlé fort contre le racisme. Et notre coalition est une coalition de sensibilisation. C'est un site de sensibilisation avec le courage d'apporter les histoires, avec dignité, avec honnêteté, avec courage. Et merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci, Madame Vanessa. Merci à Loi, Andrea, Ashley et Madame Lebo pour ce panel. Ce panneau est très fantastique. On va prendre une petite pause, mais après cette pause, je vais raccourcir cette pause. Après la pause, on va avoir une discussion autour du table. On va partager nos réflexions, nos points de vue pour ceux qui peuvent rester avec nous jusqu'à la fin de la conférence. On va avoir une discussion à table. On va continuer notre conversation. Donc, petite pause de café. Je vous donne une pause de 10 minutes juste pour se détendre, boire une tasse de café, retourner ici dans 10-20, donc 20 minutes ou dans 10 minutes. Donc, on va avoir une enquête pour cette workshop, non pas une enquête, pardon, un sondage. Donc, je vais vous demander de répondre aux questions de sondage. Tu n'as pas besoin de donner des commentaires ou bien, de toute façon, c'est une pause de café, 10 minutes. Merci beaucoup. On va vous voir dans 10 minutes. Merci, Madame Vanessa.